À 7h37, le français, donc, le 16e sommet mondial de la francophonie s'est achevé dimanche à Madagascar, événement qui a mobilisé comme chaque fois les chefs d'État, mais événement qui semble avoir peu intéressé cette fois-ci les médias internationaux, peut-être parce que ce sommet qui se déroule tous les 2 ans ne répond à aucun enjeu politique ou économique majeur, peut-être aussi à cause de la perte d'influence du français dont on parle régulièrement. Pour évoquer ce matin l'avenir du français et de la francophonie, et de la France aussi, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens l'académicien Michael Edwards. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes le premier sujet britannique d'origine, Michael Edwards, à avoir été admis à l'Académie française. C'était en 2013. Vous avez publié le mois dernier « Dialogue singulier sur la langue française » aux presses universitaires de France. Alors, on le disait à l'instant pour commencer, cette impression que le sommet de la francophonie, en tout cas le dernier en date, n'a pas suscité l'enthousiasme. Vous croyez encore en l'utilité de ce genre de rendez-vous ? Pour un Anglais qui est en même temps français, ce qui est bizarre dans l'idée même de la francophonie, c'est que cette organisation semble mettre l'accent sur la langue même. Comme vous savez, le Commonwealth n'existe pas pour promouvoir la langue anglaise, elle existe pour d'autres choses. Et j'aimerais penser que la francophonie a d'autres buts que la promotion du français, parce que promouvoir le français, on peut le faire plus facilement, me semble-t-il, sans y penser, c'est-à-dire en créant une organisation qui s'occupe, par exemple, d'entraide. Je ne connais pas très bien le fonctionnement de la francophonie, mais j'aimerais bien penser que en constituant un noyau de pays qui sont liés parce qu'ils ont des populations qui parlent français, cette organisation pourrait avoir d'autres buts que la promotion du français, qui est toujours une ambition un peu frileuse. Le français recule évidemment dans le monde. J'ai l'impression que les gens qui s'occupent du français et qui sont parfois en extase devant la supériorité et la très grande beauté de cette langue ne voient pas autre chose qu'une sorte de défense. Alors que une attitude trop défensive, c'est ça ? Oui, voilà. La langue française est très belle. Après tout, je suis né en Angleterre. J'ai décidé, pour l'essentiel, d'écrire en français. Ce n'est pas parce que je pense que la langue française soit plus belle que la langue anglaise, mais elle est autre. Et je pense que le français, la langue française, va attirer les gens pour qu'ils l'apprennent en première langue étrangère, par exemple, si elle reste elle-même très belle. En ce moment, elle est envahie par des anglicismes, en partie parce que le français n'est pas assez inventif. Oui. Vous dites envahi, je vous arrête, pardonnez-moi, vous dites envahi par des anglicismes. On ne peut pas, évidemment, ne pas vous poser la question comme sujet britannique d'origine, mais vous avez la double nationalité. Envahi vraiment par des anglicismes, d'autres diraient enrichi par des anglicismes. Moi, je dis envahi, en fait. Enrichi, oui, par le passé, parce que le flux des mots anglais qui arrivaient en France, comme d'ailleurs le flux des mots français qui arrivaient en Angleterre, était gérable. Les Français avaient besoin du mot « vote », qui, curieusement, vient d'Angleterre, tout en étant d'origine latine. Le mot « cinéma » est absolument essentiel pour les Anglais, et est d'origine française. Mais en ce moment, en France du moins, je vois une montagne de mots anglais qui arrivent semaine par semaine. Et au lieu d'enrichir, cette montagne de mots embête le français, persuade les Français de parler de plus en plus avec des mots anglais. Quelques exemples, Michael Edwards, de ces mots anglais, de ces anglicismes qui embêtent le français ? Je ne sais pas si j'en ai à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai entendu à la radio l'autre jour ? Il faut manager la situation. Oui. Manager, même pas manager comme en français. Il me semble que le français, qui est une grande langue, évidemment, parmi les très grandes langues du monde, vivra si elle demeure une langue vivante, c'est-à-dire une langue qui change, qui évolue. Il ne faut pas vouloir arrêter le français dans le stade actuel de son développement. Il faut
encourager cette inventivité que les écrivains français ont toujours eue. Oui. Quand on pense à Rabelais, par exemple, ce n'est pas un problème pour les Français d'inventer des mots, mais c'est peut-être un problème en ce moment, depuis probablement le XVIIe siècle, et l'idée de purifier la langue en l'élaguant. Et il faut aussi, puisque nous parlons de la francophonie, il faudrait, me semble-t-il, que la France ne soit pas dominante et que l'on commence à parler d'une famille Oui. de Français. C'est peut-être ça le problème. Il y a encore une attitude un peu colonialiste dans ce sommet de la francophonie. Je ne sais pas. Post-colonialiste. Je ne suis pas qualifié pour le dire, vraiment. Mais je crains qu'en France, du moins, on suppose que la France a en quelque sorte le monopole du français et que tous les autres Français sont des Français régionaux. Même en Suisse, en Belgique. On y viendra peut-être à la Suisse. Mais cela dit, Michael Edwards, le déclin d'influence du français à travers le monde, vous l'avez dit, c'est un constat irréfutable. Est-ce qu'il est lié à la perte de l'influence de la France, du pays, sur la scène internationale? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Mais bien sûr, en France comme en Angleterre, on aime bien se dire que sa propre langue a essaimé dans le monde entier à cause de sa beauté, à cause du fait que les gens l'ont choisie, alors qu'en fait, nous savons bien que s'il y a beaucoup de gens dans le monde qui parlent français, c'est à cause de l'Empire français. S'il y a énormément de gens qui parlent anglais, c'est d'abord à cause de l'Empire britannique et ensuite à cause de la puissance, de la superpuissance américaine. Donc tout ça, c'est une question d'influence politique. Et je me dis que si le français veut continuer d'être une langue parlée très librement dans beaucoup de pays, il faudrait non pas que la France redevienne une superpuissance, ce n'est pas envisageable, mais que la France ait elle-même beaucoup d'influence. Comme vous le dites, il faut que l'influence de la France soit grande, qu'on l'écoute, la France, qu'elle ait quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il faut pour cela, si ce n'est par son côté superpuissance économique? Au fond, elle est quand même dans les 10 premières puissances, ce qui n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il faut pour que la France, culturellement, alors à ce moment-là, redevienne ce qu'elle était auparavant? Au fond, ses auteurs sont diffusés, même parfois prix Nobel, etc. Qu'est-ce qui manque, selon vous? Oh, je ne sais pas, je ne suis pas qualifié pour le dire. Je pense que il y a peut-être des choses que la francophonie pourrait faire pour montrer que le français dans le monde, le français culturel, le français littéraire, n'est pas simplement une affaire de la France. Il y a de grands écrivains, après tout, dans d'autres pays francophones. Les échanges culturels sont évidemment essentiels. Je suppose qu'elles existent déjà. Mais en dehors de cela, franchement, je ne suis pas dans le monde politique. Non, mais vous êtes dans le monde académique. Le rôle de l'Académie française, dont vous êtes depuis 3 ans, Michael Edwards, n'est pas toujours bien compris parfois. Et il y a quelques moqueries vis-à-vis de cette institution pour son côté traditionnaliste, etc., voire même un peu puritain. À quoi sert-elle au fond cette Académie française? Préserver la langue, mais enfin une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. À quoi servez-vous? C'est une très bonne question. Il est vrai que l'Académie a été fondée précisément où on a voulu réglementer la langue française. Et il y a encore un peu cette tradition dans la maison. Mais vous savez que l'Académie, comme d'ailleurs les instances de la langue en France, ont changé radicalement récemment. La commission qui autrefois s'appelait la commission de néologie ou quelque chose comme ça, s'appelle maintenant la commission pour l'enrichissement de la langue française. Et à l'Académie française, nous sommes tout à fait orientés vers l'enrichissement de la langue et non pas vers la préservation de la langue. Et l'Académie, sur le plan de la langue, simplement parce qu'elle a beaucoup d'autres fonctions, mais sur le plan de la langue, elle ne s'occupe pas uniquement du dictionnaire, mais le dictionnaire est important et nous avons ajouté des dizaines de mots nouveaux à l'édition qui est en cours. Nous sommes tout à fait sensibles au fait que la langue change et en plus de cela,
il y a sur le site web de l'Académie, qui est consulté par des internautes du monde entier, il y a un site qui s'appelle Dire ne pas dire, qui n'est pas, comme on pourrait le penser, contraignant. C'est un site où on essaie de montrer la beauté des constructions françaises, la beauté du vocabulaire français, en montrant, pour ainsi dire, le bel usage, mais en n'interdisant pas les usages qui sont un peu à côté. En interdisant bien sûr les mauvais usages que tout le monde reconnaît. Et en montrant aussi, dans certaines rubriques, les bonheurs de la langue française. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif que de décrire ce bonheur ressenti et de décrire la beauté de la langue? Je viens de vous surprendre à utiliser le mot site web, Michael Edwards. Et ben voilà, vous avez utilisé ce mot, il est donc idoine. Il n'y en a pas d'autres en français pour décrire un site internet? Je vous pose une colle là. Oui, effectivement. Pourquoi au fond on accepterait ce mot-là? Pourquoi ce mot-là enrichirait-il la langue et pas un mot comme manager? Qu'est-ce qui, à part les académiciens et d'autres prescripteurs, qu'est-ce qui définit cette ligne entre le bon et le mauvais usage? Reconnaissez que c'est terriblement subjectif. C'est terriblement subjectif. Pour parler dans l'autre sens, j'ai découvert l'autre jour qu'il n'y a pas en anglais l'équivalent du mot internaute. Oui. Je l'ai écrit dans un texte anglais que j'ai envoyé à un écrivain russe et l'ordinateur l'a corrigé. Et effectivement, en anglais, il faut dire « Internet user ». Oui. Et c'est l'inverse. Normalement, en français, on a besoin d'une sorte de périphrase, alors qu'en anglais, on va directement à la chose. Je pense que les mots qui sont utiles à la langue française sont ceux qui n'existent pas encore, ça c'est certain, et qui résonnent bien dans l'oreille française. Par exemple, courriel, c'est l'exemple que tout le monde cite. Courriel, qui est courrier électrique, qui a été créé au Québec, qui dit exactement de quoi il s'agit. Alors que les Français continuent de parler de mail, même d'email. Ils utilisent le verbe mêler quelqu'un, ce qui me paraît particulièrement bizarre, alors que le mot courriel est là. Et en général, les mots qui sont utiles sont précisément comme vote. Vote est un exemple parfait parce qu'il vient du latin, donc c'est un mot que le français peut adapter sans problème, comme le sens nouveau que l'on a donné au XVIIIe siècle au mot responsabilité. Donc il y a la beauté, mais il y a le côté utilitaire d'un mot aussi. C'est aussi ça qui fait nécessité, hein, pour admettre ou pas un mot et dire qu'il enrichit la langue. Il y a aussi un côté utilitaire, oui. Ah bah, tout à fait, oui, bien sûr. Et Michael Edwards, pourquoi n'existe-t-il pas d'académie anglaise? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Oui, on a voulu très tôt, au moment de la fondation de l'Académie française, on a voulu qu'il y ait une académie anglaise. Quelques écrivains, beaucoup de personnalités ont parlé en faveur de cela. Au XVIIe siècle, surtout un grand mouvement vers la fin du XVIIe siècle, au moment de la création de la Royal Society, qui à l'origine n'était pas une société savante de scientifiques. Au début, il y avait des écrivains comme Evelyn, Pepys, Dryden, mais il y a eu une résistance et de temps en temps, Matthew Arnold, le grand poète critique au XIXe siècle, aurait voulu qu'il y ait l'équivalent en Angleterre de l'Académie française. Je pense que l'explication, c'est que en France, tout est centralisé, comme vous le savez, et on a toujours l'impression que l'on peut mieux ordonner n'importe quoi si on a des règles établies au centre et en haut. Alors qu'en Angleterre, la tradition politique est tout à fait différente, comme vous le savez, ordonnée et libre. La Grande Charte, habeas corpus, les droits de l'homme, Bill of Rights, etc. Et en France, on accepte plus ou moins qu'il y ait une instance qui vous dit comment il faut parler. Alors qu'en Angleterre, c'est tout à fait impossible, comme encore plus, je crois, aux États-Unis.
Et le choix de nommer un Britannique, vous, c'est-à-dire le premier Britannique d'origine à l'Académie française il y a 3 ans, preuve d'une certaine décentralisation, Michael Edwards, preuve d'une certaine ouverture de l'Académie française? Absolument, absolument. D'abord d'une grande générosité et d'une ouverture. Je pense que les confrères aimaient bien l'idée d'avoir de leur côté quelqu'un qui représentait la langue dominante. Et je pense que mon rôle, effectivement, est de créer une sorte d'entente cordiale entre les deux langues. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait rivalité, hostilité, amertume. Et en même temps, l'Académie a élu un Libanais, un Haïtien, Oui. tout récemment un Russe. Je pense que l'Académie française, effectivement, n'est pas du tout une vieille institution frileuse, conservatrice, ringarde, etc. Au contraire, elle est très ouverte sur le monde, elle est très, très ouverte sur l'avenir. Elle voit bien que cette idée un peu bizarre de l'immortalité n'a de sens que si la langue française demeure immortelle et si nous nous occupons davantage de l'avenir que du passé. Un Suisse peut-être à l'Académie française, un Suisse romand, un Suisse francophone? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Qui verriez-vous? Est-ce que là aussi ce serait un signe d'ouverture dans ce pays que vous connaissez peut-être, Michael Edwards, aux 4 langues officielles? Oui. Est-ce qu'il faudrait nommer un Suisse romand à l'Académie française? Ce serait très bien, oui, s'il y avait un candidat. Il nous écoute probablement. Comment vous voyez la Suisse, ce pays plurilingue qui vit, on dit que c'est une Willensnation, une nation volontariste qui tient grâce à cela et grâce à la force de son économie aussi. Comment vous voyez ce pays qui parle 4 langues? Avec jalousie. Ah. Parce que je trouve que ça doit être merveilleux d'habiter dans un pays où on est tout proche de langues étrangères, parce que l'idée même d'une langue étrangère est absolument essentielle pour moi. En Angleterre, en principe, il y a plusieurs langues aussi, parce que les anglo-saxons n'ont occupé que ce qui est maintenant l'Angleterre, et les Celtes ont été refoulés vers l'Écosse, le pays de Galles, la Cornouaille, le seul comté anglais celtophone. Et autrefois, les Écossais, les Gallois, les Cornouaillais, comme les Irlandais d'ailleurs, parlaient des variantes du celtique. Maintenant, il y en a peu, mais on est quand même très conscient en Angleterre du fait que ces langues ont existé, existent encore, existent dans les traditions littéraires de ces pays-là. Et quand on lit des grands textes de la littérature anglaise, on est constamment en présence d'une sorte de substrat celtique. Et pour moi, comme je le dis souvent, le contact avec une langue étrangère qui était le français m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Une langue qui n'est pas la vôtre, la langue de l'autre est une autre musique, un autre système de son, une autre vision du monde. Et je suppose que dans un pays où il y a 4 langues, on est constamment en train de passer d'une vision du monde à l'autre. On est constamment en train de passer aussi dans l'étrange. Oui, vous supposez très bien d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Suisse constamment. Oui. Et on va peut-être commenter un peu l'actualité française et européenne à travers 2 articles de presse. Michael Edwards, c'est le jeu de l'invité du journal, si vous êtes d'accord. Et la France, la francophonie et les élections présidentielles. Valérie Drouet et Sandra Zimmerli, vous êtes avec nous. Et Sandra, Monsieur Fillon a réveillé la bourgeoisie, analyse à lire dans la presse alémanique. Oui, si François Fillon est le grand vainqueur surprise de la primaire de droite, c'est qu'il s'est appuyé sur un électorat qui a beaucoup de poids, mais jusqu'à présent fortement délaissé par les politiques, selon la politologue Virginie Martin, qui s'exprime dans l'Aargauer Zeitung. Ces électeurs sont en province, ils sont bien intégrés, ont de la famille, de l'argent en général, une pensée traditionnelle, les sont d'un certain âge. Étonnant donc qu'à droite, ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy se sont occupés d'eux. Les socialistes les ont d'ailleurs également ignorés. Et ce n'est qu'à présent François Fillon qui a réveillé cette bourgeoisie.
bourgeoisie aux racines catholiques. Marine Le Pen, la chef, on ne dira pas la leader du Front National, elle cible une toute autre catégorie, les petites gens, les défavorisés, les chômeurs ou encore les victimes de la globalisation. On parlait de la révolution conservatrice ou catholique. Un titre un peu provocateur ce matin dans le Temps. Valérie, nous sommes tous protestants. Hein. Et oui, vous êtes ouvert sur le monde, rationnel, libéral, vous prenez vos responsabilités, vous chérissez avant tout la liberté individuelle et l'esprit critique, alors vous êtes protestant. Voilà ce que dit le Temps ce matin. La réforme a 500 ans cette année et on ne mesure pas tout ce qu'elle a apporté à notre société. Pour un historien du christianisme, on ne peut tout simplement pas comprendre le 21e siècle avec les lunettes de la laïcité. Ce serait commettre un anachronisme. Pour un sociologue, nous sommes tous protestants parce que nous vivons à l'ère de l'ego. Le libre arbitre, aussi, prôné par la réforme dans la relation de l'homme à Dieu, a débordé dans toutes les aspirations de notre époque. Luther lui-même a planté les germes de la liberté de penser quand il a cette phrase devant l'empereur « Il n'est pas honnête d'agir contre sa conscience ». Enfin, sur la question des langues aussi, Luther a traduit la Bible dans les langues vernaculaires, partant d'une évidence, pour que le peuple entende la parole de Dieu, il faut qu'elle soit prononcée dans sa langue. Michael Edwards, quel thème choisissez-vous, la politique française ou le protestantisme? Est-ce que vous vous sentez protestant de culture peut-être? Je me sens anglican, évangélique. Je n'emploie pas le mot protestant parce que j'ai appris en France que les catholiques sont extrêmement ouverts. Encore une fois, c'est la générosité française. Et je n'aime pas donner l'impression que je suis en quelque sorte anti-catholique. Je ne le suis pas. Je suis pro-chrétien, pour ainsi dire. J'aimerais parler des deux, en fait, de Fillon et de Alors, du protestantisme. en 30 secondes, c'est le jeu radiophonique, pardonnez-nous, parce qu'on doit se quitter, mais en 30 secondes, vous pouvez faire un parallèle entre les deux, oui? Non, pas vraiment un parallèle. Je trouve que François Fillon est un peu caricaturé si on le réduit à un catholique bourgeois ou un bourgeois catholique. Au contraire, me semble-t-il, c'est la personne qui a vu que la France va dans le mur, a besoin de réformes extrêmement profondes, fondamentales, qui feront du bien tout autant, disons, à la classe ouvrière, comme oui. on l'appelait autrefois. Vous allez voter Fillon, on comprend que vous allez voter Fillon. J'ai voté Fillon, bien sûr, bien sûr. Il y a des problèmes à résoudre et il est le seul qui a le courage de vouloir les résoudre. On doit se quitter malheureusement. Désolé, Michael Edwards. Mais on se quitte sur cette réponse très claire. Au fond, vous avez voté Fillon, c'est le seul qui a les bonnes clés entre les mains. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct de notre studio de Paris, Michael Edwards. Vous êtes académicien, on l'a bien compris, et d'origine britannique.